Nous allons maintenant aborder un sujet assez complexe, super intéressant, qui s'appelle la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Donc, si tu te rappelles, je dis que dans l'espace de survie, on fonctionne à 95% du temps comme un animal et que 5% du temps, on va fonctionner comme un sage. Maintenant, comment fonctionne un sage? Probablement que lui fonctionne 5% dans l'espace de survie et 95% du temps dans l'abondance. Donne-moi des noms de singes, je les cite souvent, d'accord? Probablement Gandhi, Mandela, Mère Teresa, Jésus, Bouddha, donc tous ces noms qu'on donne qui sont dans un espace constamment de conscience. Et puis j'aime à dire aussi, parce que ça c'est un peu pour le fun, en ce temps-là, il n'y avait pas de monde virtuel. Donc, ils étaient dans la présence. Nous, on a un challenge. C'est qu'on a en plus le monde virtuel qui vient nous challenger. D'accord? Bon, tout ça pour fun, mais peut-être tu as déjà observé que lorsque quelqu'un fait un acte de bonté, un acte de courage, un acte de compassion, ou même un acte de gratitude, d'accord? Courage, compassion, bonté, gratitude. Quand on voit, qu'on observe quelqu'un faire ça gratuitement auprès de quelqu'un, ça active en nous quelque chose. Et peut-être que tu as déjà observé qu'on a peut-être naturellement un peu les yeux qui vont briller, qu'on a naturellement tendance à mettre les mains soit sur le cœur, soit comme ça. On a très vite quelque chose qui vient nous rapprocher, nous connecter au cœur. Nos mains viennent sur le cœur, nos yeux brillent. Et puis quand ce genre de phénomène se passe, souvent, on perd la notion du temps et de l'espace. On rentre dans quoi? Alors, physiologiquement, on a observé qu'il y a d'abord ce qu'on appelle le nerf vagus. Le vagus, c'est semble-t-il, le nerf le plus long qu'on ait et qui nous sert aussi comme nerf miroir. D'accord? Donc, c'est celui qui, un nerf principal du système parasympathique. Comme on avait vu dans la pause, on active notre système parasympathique. Donc, il est activé et c'est comme s'il donne des informations de calme et de sérénité lorsqu'on va voir ce genre de comportement. Et c'est le nerf miroir, d'accord? Donc c'est celui qui va nous faire la même chose que d'autres. Donc lorsqu'on voit quelqu'un faire des comportements de ce type-là, ça active en nous quelque chose de léger, de beau, de bon, de bien-être. Et en même temps, perdition de temps d'espace. Il semble aussi que ça active une autre hormone qui s'appelle l'oxytocine, l'hormone de la relation, l'hormone de l'amour, d'accord? Celle qui est en lien avec justement l'attachement, la connexion, la relation. Et cette hormone nous donne l'ouverture, une sensation d'aller rencontrer l'autre, d'être en relation, de créer de la relation avec l'autre. Ça active aussi ce sentiment de vouloir servir et puis aussi cette sensation d'être en lien, d'être unis. Donc, physiologiquement, lorsqu'on voit quelqu'un faire quelque chose de bon, de courageux, de compassionnel, qui génère de la gratitude, cling, ça active quelque chose chez nous. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, dans notre chemin, notre parcours de vie, on cherche à aller de plus en plus vers un état qui est un état de bonheur, un état de conscience, un état de béatitude, un état de liberté, un état de samadhi, de nirvana, de sainteté. On peut mettre les mots qu'on veut d'éveil. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on observe que lorsqu'on est en lien avec la nature, avec les arts c'est très intéressant, que lorsqu'on est proche d'une personnalité qui a un cœur ouvert, qu'on dit charismatique, qu'une personne qui est droite, qui est claire, qui est posée, lorsqu'on est aussi dans la danse ou dans le chant, et aussi lorsqu'on va prendre des substances, on va dire, psychédéliques. Alors, le terme technique, c'est phénéthylamine, avec de la phénéthylamine. Donc, c'est la fameuse substance qu'il y avait dans la LSD, mais que tu retrouves dans d'autres substances comme l'ecstasy, le peptiol ou l'ayahuasca, la mescaline, différents, ou dans les champignons. Donc, dans tous ces, on va dire, pour beaucoup des plantes, mais aussi des produits chimiques,
vont activer en nous un état de conscience modifié, que cet état de conscience modifié nous amène à avoir une sorte de connexion à quelque chose de plus grand que nous, d'éveil spirituel ou d'éveil émotionnel ou de transformation spirituelle, une sorte de connexion à quelque chose qui est plus élevé que nous. Et lorsqu'on est dans cette sensation-là, on a un sentiment que l'ego se dissout, d'accord? On n'est plus juste là, nous présents. Nos réactions de survie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la culpabilité diminuent, deviennent moins présents, ont moins d'emprise sur nous. On est beaucoup plus dans l'acceptation de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, bien sûr, on a une plus grande conscience de ce qui se passe à l'instant présent, juste donc maintenant et ici. Et on se détache du passé, on se détache du futur, on se détache du regard des autres, on devient beaucoup plus libre et beaucoup plus, on va dire, qui on est vraiment. Et bien sûr, on rentre dans cette sensation de vérité. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ces phénomènes-là? Et comment est-ce qu'on fait pour y connecter? Donc, la question de base, on a dit, OK, on se promène dans la vie, on a des événements qui arrivent, on peut rappeler les niveaux de conscience. Déjà, le premier niveau de conscience de l'endormi, on peut se promener comme ça dans la vie et sans savoir vraiment où est-ce qu'on va. Mais comment je sais où je vais aller? Comment je sais me mettre des repères? Où est-ce qu'elle est mon phare? On parle des guerriers phares, où est-ce qu'il est mon phare? Et bien sûr, vous allez me dire, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Mais c'est où cet intérieur de nous? Et donc la première chose qu'on va aller voir, ce repère, ce phare, c'est de se poser la question, mais qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Vous vous rappelez que quand on se pose la question au niveau de l'ego, oui, on va prendre plein d'étiquettes qui sont nos relations aux choses, notre possession aux choses. Et maintenant, si on va vraiment se poser la question qui sommes-nous, on verra que peut-être autre chose apparaît. Et donc là, je vais t'encourager à prendre ta feuille de ton cahier et à écrire en haut d'une page vierge la question qui suis-je? Et puis maintenant, de juste poser quelques secondes, fermant les yeux, en respirant profondément et en expirant longuement. Et le faire encore une fois. Et encore une fois. Voilà. Puis maintenant, tu essayes de faire le vide, juste le vide en toi. Et laisser cette question venir dans ton cœur. Qui suis-je vraiment? Et puis les premières réponses viennent. Et donc, je vais t'encourager à écrire les premières réponses à la question qui suis-je sur ton cahier. Voilà. Et si je vais trop vite, tu peux mettre pause. Maintenant, je vais te redemander de faire un petit moment de pause, de regoûter à cet espace de vide. Donc, d'essayer juste de prendre conscience de ta respiration, de te calmer et laisser une sorte de vide venir en toi. Qui suis-je vraiment? Voilà. Et quand tu auras ta réponse, mets pause et écris ta réponse. Voilà. Et maintenant, je t'invite de nouveau à poser ton stylo et à te reposer dans ta chaise et reprendre ton expiration, ton inspiration, te remettre dans l'espace de présence, de vide, et remets cette question en toi.
pour la troisième fois. Quelle est la réponse à la question « Qui suis-je » ? Et je t'invite aussi à observer un peu ce qui se passe en toi maintenant. Est-ce que tu observes la résistance? Est-ce que tu observes un côté de dire maintenant qu'on joue, du jugement? Si ça vient, laisse tomber. Reste juste avec « Ok, attends. Qui suis-je vraiment ?» Et à nouveau, je t'encourage à faire pause et à prendre le temps de répondre par écrit dans ton cahier. Good. Et maintenant, à nouveau, prends un moment pour te poser dans ton fauteuil, dans ta chaise, et calmement, en conscience, ferme les yeux, fais le vide en toi, et pour la 4e fois, repose-toi la question. Qui suis-je vraiment ? Alors, je te laisse faire une pause, écrire ta réponse. Et voilà, maintenant pour la 5e fois, je vais t'inviter à aller regoûter encore à l'intérieur de toi, dans cet espace de vide, en rentrant en toi, pour aller trouver ta 5e réponse à la question « Qui suis-je » ? Et à nouveau, fais une pause, écris. Et puis maintenant, je t'invite de nouveau à t'asseoir, à refaire le vide en toi, à connecter à cet espace de vide et aller te poser pour la 6e fois la question « Qui suis-je vraiment ?» Et à nouveau, mets une pause. Je te laisse répondre par écrit. Et maintenant, pour la dernière fois, je t'invite à vraiment faire le vide en toi. Aller au plus profond de toi pour aller laisser le maximum de vide se faire et l'inspiration arriver en toi, l'inspiration arriver en toi pour trouver la 7e réponse et dernière réponse à la question « Qui suis-je vraiment ?» Voilà. Je te laisse faire une pause pour écrire la réponse. Good. Maintenant, je t'invite à aller regarder l'évolution de tes réponses. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que tu as observé quelque chose d'original, de différent? Pourquoi je t'ai posé 5 fois la question? C'est une technique qui s'appelle du clean coaching. On a observé que quand on va poser plusieurs fois la même question, tout d'abord, il y a une sorte de confirmation au début, les 3 premières réponses, c'est une confirmation de ce que je sais déjà. Et à quelque part, il n'y a aucune insight, il n'y a aucune nouveauté qui va apparaître. À partir de la 4e ordre de grandeur, il y a une sorte de déconstruction. D'abord, il peut y avoir une sorte de révolte en disant « maintenant c'est bon, j'en ai marre », c'est pour ça que je t'invite à observer. Et puis une fois qu'on lâche ça, on va peut-être
entrer dans un autre état de conscience, une autre ouverture. On va commencer à aller chercher quelque chose de différent. Donc on déconstruit pour reconstruire une autre réponse, probablement d'une autre qualité. Et bien souvent d'une qualité encore un peu plus proche de la vérité de qui tu es vraiment. Alors je ne sais pas si ça s'est passé pour toi, mais voilà ce que j'ai envie de te partager. Et je vais partager mon écran pour ça. Donc bien souvent, ce qui arrive, et moi c'était ce qui est arrivé après que pendant plus d'une heure, si ce n'est pas 2 heures, des gens sont venus me poser la question qui es-tu, qui es-tu, et j'ai commencé à répondre, à répondre, à répondre. Au bout d'un moment, je suis arrivé à ben, je suis qu'une poussière d'étoiles. Alors, tu as trouvé toi la définition de qui tu es vraiment. Et donc à partir de là, je viens aussi que j'ai observé que je n'étais plus un rôle ou quelqu'un qui avait des avoirs ou certaines choses, ou un statut. Non, je devenais quelqu'un, quelque chose qui pense, qui ressent, qui vit des émotions, qui est connecté, qui vit dans l'instant présent, qui observe plein de choses comme ça. Donc je deviens une poussière d'étoile qui est dans une action. Et donc, ce que j'ai aussi observé, c'est que là, lorsqu'on rentre dans cette conscience-là, c'est plus le moi de l'ego qui se manifeste. C'est quelque chose de plus vaste, de plus grand que moi. Ça devient le soi. Soi étant interconnecté à tout ce qui est. Et tout d'un coup, le soi, eh ben, quand je te regarde en face de moi, ben, toi aussi, tu es la même chose que moi. Toi aussi, tu es une poussière d'étoile. Et donc, à partir de là, qui je suis pour te juger? Comment je peux décider ce qui est juste ou pas juste? Tu es sur le même chemin que moi, tu viens de la même source, tu viens de la même chose. Et si toi, tu es une poussière d'étoile, moi, je suis une poussière d'étoile, ici, tout est poussière d'étoile. Donc, je suis interconnecté. Et là, lorsque j'ai cette conscience de qui je suis vraiment, naturellement, je passe de l'espace de survie à l'espace d'abondance, automatiquement. Et je deviens conscient de qui je suis vraiment. Le truc, c'est cette conscience, on la perd très rapidement. D'accord? Donc, elle est toujours là en nous, mais on est activé par la survie, ce qui fait que tout d'un coup, on vient les états de protection, de jeu de pouvoir et de tout ce qu'on a connu dans les espaces de survie. Donc, il faut refaire ce pas, pour de temps en temps se poser la question, mais qui suis-je vraiment? Yuval Noah Harari, qui a écrit les bouquins sur Homo sapiens et Homo Deus, et encore un autre, j'ai bien aimé la réponse qu'il a donnée. Je continue à faire du bien car c'est qui je suis vraiment. Quand je suis connecté à qui je suis vraiment, je suis un être d'amour, de lumière, de bonté. Donc c'est pas, je ne vais pas faire du bien, je ne vais pas poser des actes qui sont des actes éthiques, conscients, bienveillants, parce qu'on me demande de le faire, ou parce que je suis obligé, ou parce que je crois. Non, ça vient de l'intérieur de moi. C'est en lien avec la nature. C'est bienveillant, c'est juste. Même si des fois c'est ferme, c'est juste. Et donc, c'est ça, être qui je suis, prendre conscience de qui je suis. Alors, j'ai mis sur YouTube une petite vidéo qui présente les 4 niveaux de conscience.
Voilà, j'espère que cette vidéo un peu simple te permet de comprendre un peu mieux ces 4 niveaux, mais on verra que ce n'est pas que ça, la conscience, de moins pas. Et donc, nous, on fait un travail, on a vu jusqu'à maintenant, d'aller observer à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe. Donc, l'image de l'iceberg, on part du comportement pour aller descendre jusqu'aux états d'esprit, en passant, et on va voir dans notre travail, on a beaucoup travaillé sur cette prise de conscience à l'intérieur de nous, mais on verra que la conscience, elle se trouve partout. Et en fait, elle n'est pas que à l'intérieur de nous, elle est partout, partout, partout. Et on dit même que la mémoire, elle n'est pas dans la tête, elle est dans l'espace, elle est dans la conscience autour de nous. C'est comme de l'énergie qui est là, dans laquelle je vais prendre de l'information et puis me nourrir. C'est mon espace, c'est mon information. Mais ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans mes neurones avec un groupement d'informations dans mes neurones. Je sais que ça paraît très bizarre parce que longtemps j'ai pensé que c'était comme ça. Non, on n'est que énergie. Lorsqu'on va dans l'infiniment petit, comme on avait vu dans la dernière vidéo, je réalise que je suis quoi? Que des quarks. Puis quand on va regarder ces quarks, on va voir que c'est juste de la vibration. Et que cette vibration, elle est là et elle n'est pas là. Physiquement, elle est là maintenant et elle n'est pas là maintenant. Ou bien en même temps, elle est dans le temps, elle disparaît et géographiquement, elle disparaît et réapparaît. Donc on est dans le domaine de la physique quantique dans l'infiniment petit. Et là, on peut se dire, mais alors attends, c'est quoi ces cordes d'information, ces vibrations qui circulent dans lesquelles on va pouvoir aller se nourrir, se sourcer. Où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Donc déjà, elle est partout. Et nous, on va faire 2 chemins de conscience. On va faire un chemin à l'intérieur de nous pour aller regarder mes super pouvoirs, mes valeurs, mes compétences, mes croyances, mes blessures, mes traumas, tout ça, mes personnalités, et voir comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de notre état d'esprit, espace d'esprit, esprit d'abondance, de survie et esprit d'abondance. Donc ça, on comprend bien, mais on va voir qu'il y a tout un chemin qui est aussi interconnecté, qui est beaucoup plus le chemin, on va dire, du spirituel. On va prendre conscience qu'il y a d'abord une information, conscience collective. Qu'est-ce que c'est que cette conscience collective auquel je mets aussi le mot matrice, ça aide, l'âme, et puis encore autre chose qu'on peut nommer Dieu, univers, source, chance, ce que tu veux, le mot que tu veux mettre, mais il y a quelque chose qui, entre guillemets, organise, structure, a certaines lois. Et donc, on va essayer de les comprendre et de s'y connecter. Donc, le chemin qu'on va faire, il se fait vraiment dans les 2 sens. Alors, en allant regarder des systèmes de croyances un peu anciens, avant le système de croyances des sciences modernes, c'est-à-dire des années 1500, bien avant, on a tout ce qui est chaman. Et dans le Pérou et dans les Andes, il y a des chamans qui définissent 4 niveaux de conscience. Et j'aime bien cette image. Le premier niveau, c'est le serpent. Le serpent, c'est le niveau de la conscience physique. Je mange, je respire, je dors, je m'occupe de mon corps, je m'occupe de ce qui se passe, j'ai besoin de relations affectives. Ça, c'est le niveau de conscience qu'on a tous maintenant. Il y a un deuxième niveau de conscience, c'est une conscience qu'ils appellent du jaguar. Donc, c'est tout ce qui est lié au mental, la psyché. Comprendre qu'il y a des croyances, comprendre qu'il y a des traumas, comprendre qu'on est guidé par certaines croyances et que ces croyances, on va les inconsciemment se nourrir. D'accord? Et eux proposent des processus pour se libérer de ces croyances avec le feu et avec le fameux Ho'oponopono qui vient d'ailleurs de Hawaï, donc aussi de ces régions un peu culture primaire, tellement juste, tellement présent, tellement simple, et qu'on voit maintenant, qu'on retrouve dans pratiquement énormément de principes primaires, donc, qui sont probablement liés à qui on est vraiment. Donc, ils utilisent des techniques comme Ho'oponopono pour se purifier de ce qui est dans la conscience du jaguar. Et on va définir comment je définis moi la conscience du jaguar. Puis après, il y a l'âme, le colibri. C'est une carte pour voyager dans le monde. Et moi, comme je disais, les guides offrent des cartes. Now, c'est une carte. Les espaces relationnels, c'est une carte qui permet de cheminer dans notre vie. Et donc, là aussi, ça nous permet d'aller connecter à pourquoi on est là. D'accord? Qui je suis et pourquoi je suis là. Quelle est ma mission?
Et puis après, on a encore la conscience de l'aigle, ils appellent ça, donc de l'énergie universelle, du oneness, de l'unité, de l'union, que la fameuse poussière d'étoile. Donc je suis une poussière d'étoile, mais en même temps je suis l'étoile. Je suis la goutte d'eau, mais en même temps je suis l'océan. Donc cette conscience que je suis uni à tout. Et donc là, c'est l'être d'amour, l'être d'éveil, là qui on est vraiment. Donc il parle de ces 4 niveaux. Chez les bouddhistes, c'est aussi intéressant parce que les bouddhistes, de ce que je comprends, et parce que je suis en train de me cheminer là-dedans pour comprendre mieux, parlent aussi d'états de conscience différents. Le premier, c'est bon, ben voilà, je suis vivant, je suis né sur Terre, j'ai une existence humaine. Et un des objectifs, c'est commencer à comprendre, maîtriser mes pensées. Parce qu'on prend bien conscience que la pensée, le mind, le psyché, nous emmène à forcément avoir des manières de se comporter un peu particulières, si je peux me permettre. Donc, ensuite, il s'intéresse beaucoup au rêve. Qu'est-ce qui se passe au rêve? C'est comme s'il y a des sorties du corps. C'est-à-dire que le rêve, le rêve, ce serait un état où on peut voyager de manière consciente, si on sait comment c'est procéder, à faire du voyage extrasensoriel ou extracorporel. La méditation, beaucoup de travail fait sur la méditation dans le bouddhisme pour calmer, entre guillemets, le flux des pensées et arriver à cet état de vide où on est conscient que tout est impermanent, que tout est interconnecté. Et puis, bien sûr, on va parler de la méditation un peu plus tard, à quoi ça autorise, où est-ce que ça amène. Puis après vient la conscience de la mort, c'est-à-dire juste avant qu'on meure, et souvent, j'entends les gens qui accompagnent les mourants dire que juste avant que la personne parte, d'abord, elle le savait déjà bien avant, donc elle va poser des actes, et puis avant, elle va faire la paix, même si elle est en colère, même s'il y a plein de choses à régler, elle va libérer, elle va se détacher de tout ce qui est inutile pour la prochaine étape. Donc il y a une phase juste avant la mort physique qui est cette libération, ce lâcher prise. Puis après, il y a le voyage de l'après-mort qu'ils appellent l'espace de la réalité, la conscience de la réalité, où là, moi j'essaie de comprendre, d'accord, donc je ne sais pas, je sais que tout ce qu'on fait, ce qu'on appelle une NDE, Near Death Experience, on va y revenir, on parlait qu'il y a un tunnel de lumière et qu'on rentre dans un espace et que c'est très agréable et que là les rapports humains sont super bienveillants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, les bouddhistes, qu'on passera par cet état de grâce pour aller après connecter aussi à un état de rien du tout, de néant, de peur, de noir. Et donc, on revient sur l'image de yin et yang, je goûte à la lumière, le blanc, et je vais goûter au noir aussi, pour prendre conscience que tout est uni, que tout est juste. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de dire, on a conscience, quand on regarde les étoiles, que d'une partie de l'univers, que la majeure partie, on n'en a pas la capacité de les percevoir avec nos sens, mais qu'il y a énormément d'informations autour de nous, les fameux trous noirs, qu'on ne sait pas percevoir, mais en tout cas pas aujourd'hui, avec les outils en tout cas pas, et donc, mais qui aurait beaucoup de choses autour. Et donc, j'aime bien cette image de passer du tout à je deviens divin. Et dans ce que j'ai compris dans le chemin de la réalité, c'est si moi je m'attache à devenir divin, je deviens lumière, je deviens quelque chose qui, finalement je suis Dieu. Le moment où je fais ça, je reconnecte à l'ego, je réactive mon ego, et pouf, je redescends. Non, la prochaine étape, c'est de devenir rien, tout et rien en même temps, et d'être en paix, serein avec ça. Et donc, beaucoup, parce que je comprends, les bouddhistes s'entraînent à justement passer ces étapes pour ne pas revenir sur Terre, pour se libérer du chemin de la Terre, qui est un chemin de souffrance, un chemin d'apprentissage. Et donc, le 6e, c'est je redeviens, si je n'ai pas su passer aux autres étapes. Alors, quelles sont les autres étapes? Ça, je ne sais pas encore. J'ai quelques idées, mais ce n'est pas le sujet ici. Et donc, on recommence notre roue de la vie, le dharma, comme ils appellent. D'ailleurs, vous avez une représentation du dharma ici. Et donc, je vais prendre encore un autre maître, et là, c'est un maître turc aujourd'hui, on va dire, Rumi, qui dit « Quelque part entre le bon et le mauvais, il y a un jardin, je t'y retrouverai là-bas. » Quelque part entre le bon et le mauvais, il y a. Et donc, si je reviens avec les 4 niveaux de conscience des Amérindiens, comment est-ce que moi j'interprète ça? Et lorsqu'on a posé la question au pape, je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus maintenant, quelle est la qualité qu'il faut avoir pour être pape?
et qui répond le discernement, et qu'on lui pose la question, mais c'est quoi le discernement? C'est la capacité de prendre une décision que des gens vont suivre aveuglément sans trop se poser de questions. Et cette décision, elle doit amener au divin, à Dieu dans ces mots, et pas à autre chose. Qu'est-ce que c'est que l'autre chose? Et donc, moi, dans cette représentation, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord l'état de survie, le moi, l'état, on va dire, matière, l'état du serpent, comme disent les Amérindiens. Oui, je suis ici et je vis le mieux que je peux dans mon espace de survie. En même temps, je développe des capacités de conscience, des capacités de ressenti. Et donc, je vais connecter à quelque chose. De manière inconsciente, je suis constamment en connexion. Si je reviens avec le pape, est-ce que je connecte au divin? Et là, on voit le soi, dans l'image qui est le soleil avec le yin et yang, c'est l'unité. C'est vraiment la finalité. Donc ça, c'est l'espace de l'aigle, pour revenir chez les Amérindiens. Entre deux, chez les Amérindiens, il y a deux choses. Moi, j'ai mis une seule chose, mais ce n'est pas grave. Il y a ce fameux nuage. Et dans ce nuage, c'est ce que j'appelle la matrice. Et donc, la matrice, c'est quoi? C'est un espace dans lequel, si on dit qu'on n'est que énergie et que de l'énergie peut se concentrer, on verra que quand on va parler de champ morphogénétique ou de biofil, de champ bio, eh ben, on peut placer dans l'espace des informations. Ma pensée va comme si envoyer de l'information, on le voit dans la physique quantique, lorsque je vais mettre ma pensée, je fais une opération, je fais une expérimentation, je suis un protocole exactement, mon collègue fait le même protocole que moi, on a les mêmes points de départ. Moi, je suis convaincu que le résultat, je pense que le résultat va devenir blanc, lui, il pense que le résultat va devenir rouge, chez moi, ça vient blanc, chez lui, ça vient rouge, alors qu'on a fait le même protocole. La seule chose qui a changé, c'est la pensée. Et donc, la pensée, on prouve de plus en plus, c'est vraiment prouvé, que impacte la matière. Donc, quand je vais penser et que tout le monde commence à mettre de la pensée, de la peur, par exemple, comme ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, et que dans le monde entier, tout le monde a peur, et si vous vous rappelez, un autre truc qui était assez magique, c'était les tours du World Trade Center qui sont tombés, ça a fait le tour du monde très rapidement. Comment c'est possible? Comment tout ça s'est passé? Cette capacité de communiquer, parce que justement, on a une capacité autre que simplement verbale. Donc, je pense que ça, c'est assez clair. Mais donc, on peut dire que l'information qui est posée après à quelque part, elle reste comme dans un nuage. Et dans ce nuage, eh bien, nous, on va se sourcer, on va s'alimenter d'informations. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nuage sur lequel on va se sourcer en permanence, que j'appelle maintenant la matrice? Et je crois que je ne suis pas le seul à l'appeler la matrice. Eh bien, il y a d'abord toutes nos croyances. Les croyances qui viennent de nos familles, de nos ancêtres, qui nous ont inculquées, qui sont là en nous. Mais on n'a pas forcément besoin de les avoir verbalisées. Énergétiquement, elles sont avec nous dans l'ambiance, dans l'environnement dans lequel on vit. Donc, on porte avec nous une multitude d'histoires. C'est pour ça que lorsqu'on va prendre conscience, on va pouvoir libérer plein de choses, pas simplement dans nos lignées futures, mais également visiblement dans nos lignées d'avant, vu que dans la physique quantique, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a plus de présent, futur, passé, tout est interconnecté. Donc dans ce nuage, on a tous les systèmes de croyances, on a toutes nos blessures. Là aussi, toutes nos blessures, toutes nos souffrances sont dans ce nuage dans lequel on peut aller se sourcer, chercher l'information et continuer à vivre là-dedans. C'est comme si je vais lire le journal et puis dans le journal j'entends ça, mais je prends cette information pour me dire, voilà, ça c'est la vérité. Mais en fait, c'est la vérité du journal. Ce n'est pas la vérité. La vraie vérité, il faut la dépasser. Et c'est celle qui est liée à qui je suis vraiment, en lien avec le qui je suis vraiment. Et donc, lorsque j'arrive à dépasser et avoir cette conscience que, attends, où est-ce que je vais prendre mon information? Est-ce que je la prends au niveau de l'univers, de cette partie pure, ou est-ce que je la prends de la matrice, du système de croyance? Est-ce que je me réfère, dans le cas concret, à la matrice dans laquelle on est constamment dans la dualité, constamment en train de dire « Ah, c'est bien ou c'est pas bien », le bien et le mal. C'est pour ça que Rumi nous dit quelque part, entre le bien et le mal, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit, entre le bon et le mauvais, il y a un jardin. Ben, le jardin, c'est justement ce que je mets ici sous le soleil, le yin et yang, le soi, c'est cette partie de qui nous sommes vraiment. Mais j'ai besoin de savoir où est-ce que je me source. Et là, je reviens chez le pape parce qu'il dit de discernement, la capacité de savoir ce que je vais chercher l'information
et je me nourris de la matrice, ou est-ce que je vais me nourrir de l'univers, de la conscience universelle qui est partout là, de l'amour et de la lumière qui est présente chez tout le monde et chez tous en nous. Et donc, c'est un des exercices que je rends de plus en plus attentif dans le travail qu'on fait, c'est attends, où est-ce que je vais chercher l'information? Qu'est-ce qui est activé en moi? Est-ce que c'est la matrice qui m'active, mes peurs, mes blessures, ou est-ce que c'est non, l'amour inconditionnel qui m'active? Et donc d'avoir cette conscience. Il semble aussi que, là on vient dans d'autres aspects, que des énergies, vu qu'on est dans le chemin de vie, de la mort, là on rentre dans un sujet qui est peut-être un peu compliqué aussi pour moi à comprendre, mais lorsque visiblement si on n'est que énergie, eh ben, on va continuer notre chemin énergétique, on ne s'arrête pas à notre corps, et donc il y a des âmes en peine, qui ont de la peine et qui sont attachées, soit parce qu'elles partent de manière accidentelle, soit parce qu'elles ne veulent pas partir, parce que trop dans l'ego, trop attachées, restent errantes, et ça, il y a des gens qui accompagnent des âmes errantes, qui restent présentes, très proches de qui on est aujourd'hui en conscience incarnée, et donc de les accompagner aussi à monter et se libérer pour aller dans cet espace qui serait entre deux encore, qui serait l'espace des âmes, dans lesquels, semble-t-il, il y a aussi des archanges, les anges, plein de choses qui seraient là, nos guides sont présents là pour nous soutenir. Alors tout ça, ce sont des mots, après à chacun à voir si ça a du sens ou pas. Moi, la seule chose qui m'importe surtout de comprendre, c'est que où est-ce que je vais chercher l'information que j'utilise pour cheminer. Rappelez-vous, on va prendre des décisions. Donc, pose, observe, décide. Là, où est-ce que je prends l'information pour prendre la décision? Et lorsque je dis de me respecter pleinement, j'entends aller connecter à la source universelle, à cette énergie universelle, et non pas sur la matrice. Donc, d'avoir ce discernement, comme dit si bien le pape. Et en fait, ça c'est simple, parce que quand on est dans la matrice, on est constamment dans la dualité. Le blanc, le noir. Donc, si je prends un exemple aujourd'hui, le racisme, pour prendre, parce que c'est d'actualité, ben oui, c'est pas du tout OK. Donc, il y a eu des actes racistes. Qu'est-ce qu'on fait? On va manifester contre le racisme. Le problème, c'est quand on manifeste contre le racisme, on donne au racisme, de nouveau, de la puissance. C'est comme si on nourrit constamment la matrice. Donc, comment je dépasse ça, plutôt que d'aller parler du racisme, allons rencontrer des gens de différentes communautés, de différentes races, et allons leur dire que nous sommes des humains, allons connecter au côté humain, et c'est juste ça qu'il faut faire, il ne faut pas faire autre chose. Ça ne sert à rien d'aller dans la rue et dire « ouais, moi je suis comme ci, moi je ne suis pas comme ça », et puis en plus il faut se venger, toutes ces conneries qui n'amènent à rien, si ce n'est autre que d'alimenter, de rendre plus de puissance à la matrice. Voilà. Et d'avoir cette conscience, conscience est de nous un mot, d'avoir cette présence d'esprit, de se dire, attends, mais où est-ce que je mets mon attention? Où est-ce que je vais chercher l'information? À quel niveau de conscience je me réfère? Voilà pourquoi ce schéma est un peu compliqué, mais hyper important. Alors peut-être que cette image vous dit quelque chose, c'est l'image, on lit l'image de Flammarion, elle date des années 1550, semble-t-il. C'est une gravure sur du bois. Elle est super intéressante. Rappelez-vous, on est dans l'espace, dans le moment de la Terre est plate. Et puis là, quelqu'un quitte ce système de croyance. C'est pour donner une image, il sort de la matrice. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir plein d'autres choses inconnues. Mais pour ça, il faut sortir de la matrice. Et c'est ça que j'aime bien dans cette image. Et donc, on quitte la non-dualité. Et lorsqu'on quitte la non-dualité, il y a un certain nombre de choses qui se passent. La première chose, c'est que on n'a plus de pensée, on n'a plus d'image, on est sans émotion, sans sensation, on devient dans un espace de vide, de silence. Là aussi, c'est vraiment le mot présence et une sorte de vécu d'espace divin. Lorsque moi j'ai eu la chance de faire une sorte de voyage, lorsque j'étais méditer un jour dans un temple en Inde, et que j'ai vraiment le sentiment de partir et d'arriver dans un espace blanchâtre, c'était juste cool, il n'y avait rien d'autre. Je me disais, mais moi, c'est ça, rien, c'est juste, mais par contre, c'est super cool, c'est calme, voilà, ce fameux tunnel blanc super agréable. Ben oui. Donc mais j'avais l'impression de ne pas penser, pas de réfléchir, pas de ressentir, rien. Donc il n'y a plus de
juste, de faux, de bon, de pas bon. Hein. Puis en même temps, il y a une conscience qu'on est connecté à tout, parce que c'est vrai que j'entendais tout ce qui se passe, j'avais l'impression d'être beaucoup plus vaste que ce que j'étais physiquement, j'étais tout. Donc il y a cette conscience que lorsqu'on sort de la non-dualité, qu'on rentre dans l'unité, euh, je parle souvent d'Om Swami qui explique très bien qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit j'ai connecté à Mother Divine, où il dit qu'il est devenu la goutte d'eau, qu'il est devenu l'araignée qui était à côté de lui. Donc il n'y a plus de limite énergétique, il n'y a plus de limite entre ma peau, mes sensations et ce qui se passe à côté. Je suis le tout. Alors bien sûr, ça c'est, je pense que c'est là l'éveil. De nouveau, je me réfère à ceux qui en parlent, je réfère un peu à mon expérience, ça me fait beaucoup de sens tout ça. On dit qu'aussi dans ces espaces, quoi qu'il se passe, tout est OK, tout est cadeau, tout est juste, tout est une expérience à vivre, qu'elle soit agréable ou pas agréable, c'est pas ça la question, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on va vivre. C'est comme l'arbre, il ne se pose pas de questions, comment il va faire ses fruits, il les fait, basta, qu'il fasse beau, qu'il fasse humide, qu'il fasse comme si, il va faire ce qu'il peut et il continue à faire. Et nous, c'est la même chose. Et avec cette conscience qu'on n'a plus à être bien ou pas bien, ou bon ou mauvais, ou juste ou faux, rien de tout ça. On est qui on est, basta, sans trop de se poser de questions. Et en fait, on est déjà parfait, on est déjà complet de cette conscience qu'on est déjà tout parfaitement. Donc, il y a juste à être. On dit aussi que dans ces états-là, dans ce vide, c'est là que l'intuition arrive, c'est là que les grandes prises de conscience intuitives arrivent, que cette connaissance du cœur, que cette connaissance profonde, que ce savoir vient. Et même comment, alors là je parle de gens comme Om Swami, je me dis mais d'où il tient tout son savoir? Il arrive à, dès qu'on rentre en face de lui, il arrive à nous lire, à nous traverser. Et semble-t-il que ça justement c'est cette étape que les yogis, les siddhis, cette capacité d'être supra-normal, mais il n'y a plus de barrière. Et il rentre et il devient conscient de tout. Donc il y a une connaissance constante. Et on a tous ça, c'est ça le point. On a tous cette capacité. Certains le développent beaucoup plus, mais tous, on a cette capacité. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi la pleine conscience, la vraie pleine conscience. Et j'ai remarqué que chaque communauté, on va dire spirituelle, a des noms. Ça s'appelle Murakaba chez les soufis, Mahamudra chez les bouddhistes tibétains, Shikantasa chez les bouddhistes zen, Advaita Vedanta chez les hindous. Donc il y a plein de mots comme ça, d'accord? Mais l'important c'est de se rappeler, c'est que oui, il y a un état dans lequel on est conscience universelle, plus de dualité, et que c'est cet état-là dans lequel on aimerait ou souhaiterait être le plus en relation. Et qu'il y en a un autre qui s'appelle la dualité, qui nous habite et qui nous éveille constamment. Alors là, je n'ai pas pu m'empêcher parce que comme je parle de la matrice, le film Matrix, qui était sorti en 2001, je crois, quelque chose comme ça, m'avait bien choqué. Et il y a une scène dans le film que je trouve très intéressante parce que c'est comme où là on découvre qu'il est l'élu. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, l'élu? C'était juste, tiens, il sort de la matrice, il prend conscience. Et tout d'un coup, le moment où il sort de la matrice, on verra qu'il n'a plus peur. Et puis qu'il peut avoir des actes assez puissants pour transformer tout le cinéma qui se passe autour de nous. Donc je vous la passe, elle commence un peu dure, ne voyez pas, ça va changer un peu le rythme. They're inside. Hurry, Neo.
Check him. He's gone. Goodbye, Mr. Anderson. Neo, I'm not afraid anymore. The Oracle told me that I would fall in love and that that man, the man that I loved, would be the one. So you see, you can't be dead. You can't be. Because I love you. You hear me? I love you. Now get up. No. How? He is the one. Voilà, après cette prise un peu énergétique de ce film, mais j'aimerais revenir dans les espaces relationnels et cibler où est-ce que je mets la matrice. En fait, la matrice, je la mets entre lorsque je suis activé par l'espace de survie et lorsque je suis activé par l'espace d'abondance. Entre deux, il y a cette matrice. Et le fait de faire pause, observe, décide de m'aimer complètement, de respecter la relation et de rien attendre en retour, eh bien, ça me permet de sortir de la matrice et d'avoir cette conscience que j'amène constamment. Attends, est-ce que je suis pris dans la matrice ou est-ce que je sors de la matrice? Et donc la matrice, c'est comme si on voudrait une limite comme ça virtuelle qui nous fait maintenir dans la survie ou qui nous fait sortir pour entrer dans des espaces d'amour inconditionnel qu'on a tous. Mais il faut juste prendre conscience, c'est quoi ma matrice, de quoi elle est construite, de mes blessures, de mes croyances. Donc on va aller les voir, les travailler. Voilà un peu qu'est-ce que c'est que matrice. Et puis, je profite aussi pour venir vous parler un petit peu de la puissance que l'on a déjà, nous, juste pour montrer les capacités du mental que l'on a et qu'on pratique constamment sans forcément toujours avoir conscience. Donc, quand on regarde cette image, est-ce que tu as l'impression que tous les carrés sont droits ou est-ce qu'il y a une sorte de concentration comme ça vers l'intérieur? En règle générale, on a tous l'impression que ça va vers l'intérieur. Mais maintenant, si je mets des lignes, tu verras qu'en fait, ils sont tous exactement de la même dimension, les carrés. C'est juste, comment dire, un problème de perception, parce qu'on perçoit différemment.
Et puis si je te demande de lire ici, alors je suis persuadé que tu fais partie des 56%, voire probablement plus, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça lorsque tu prends un moment pour comprendre. Donc on a des capacités intellectuelles assez développées. Puis d'ailleurs, je vais t'en prouver une autre, c'est sur le son. Here's one more example, which shows just how quickly the brain can use new predictions to change what we consciously experience. Have a listen to this. Sounded strange, right? Have a listen again and see if you can get anything. Still strange. Now listen to this. I think Brexit is a really terrible idea. Which I do. So you heard some words there, right? Now listen to the first sound again. I'm just going to replay it. Yeah? So you can now hear words there. Once more for luck. Okay, so what's going on here is the remarkable thing is the sensory information coming into the brain hasn't changed at all. All that's changed is your brain's best guess of the causes of that sensory information, and that changes what you consciously hear. Voilà, donc on voit qu'on a des capacités visuelles, auditives, d'interprétation, de compréhension, d'apprentissage hyper sophistiquées et que probablement la majorité d'entre nous, on y travaille peu là-dessus. Donc ceux qui travaillent, on va dire, de manière un peu intense sur certains phénomènes, on a tous ces yogis qu'on trouve en Inde, sadhus aussi, des fois, je crois que c'est les mots qu'on donne comme ça, et qui vont pratiquer, ils vont faire des expériences. Mais avant de venir sur cela, déjà, nous, on connaît plein d'expériences comme ça, où on voit que le mental a du pouvoir sur la matière. Si je dis bien le mental, capacité énergétique, influence la matière, mais la matière, c'est aussi de l'énergie, sauf qu'elle est plus dense. J'ai fait du ski, la compétition de ski, et qu'est-ce qu'on faisait avant une compétition, avant de faire un parcours de ski? L'entraîneur nous accompagnait à dire, OK, maintenant, on visualise les portes qu'on devait passer et toutes les bosses qu'on devait passer avant. Et quand on faisait ça, on était beaucoup plus performant que quand on partait, même si on essayait de s'y réfléchir, de se dire, OK, j'ai ça. Non, vraiment prendre conscience, de revisualiser, de visiter, va faire qu'on a des capacités de performance beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est très connu dans le sport, surtout sur des sports où on peut se préparer, même dans plein de sports d'ailleurs, d'imaginer, de visualiser. Et on va voir que c'est une technique qu'on pourra utiliser aussi pour nous accompagner à visualiser notre projet futur et utiliser ces capacités, ces savoirs pour nous accompagner à réussir ce qu'on a envie de réussir. Autre chose qui est très connue aussi, l'effet placebo. Des chiffres que j'entends, de nouveau, je ne suis pas un spécialiste, j'ai été chercher quelques exemples, mais j'entends qu'entre 35 et 50% des médicaments, lorsqu'on les met en test sur des humains, donc on donne le médicament, on donne un sucre, entre guillemets, sans le médicament à des tests, à des cobayes, et bien ceux qui prennent le sucre ont l'effet du médicament dans 50 à 35% des cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croyance que ce qu'on est en train de leur donner et de la manière dont c'est fait va influencer significativement l'impact que sera sur l'individu. Et donc, physiquement, il va avoir un effet, mais qu'est-ce qui fait l'effet? Ce n'est pas le médicament, c'est la croyance. Et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle l'effet Milman. L'effet Milman, je crois, je ne me rappelle plus. Comme Icare, le film, c'est un vieux film où justement on demande à quelqu'un d'aller donner des chocs électriques à quelqu'un qui ne connaît pas en fonction des résultats à des questions qu'il pose. Et donc, on fait venir quelqu'un dans un laboratoire. Là, les gens sont habillés très sérieusement, blouse blanche, les reçoit de manière très professionnelle. Et donc, on demande au cobaye de donner des chocs électriques. Il y a le professeur qui est à côté de lui qui lui dit « Ouais, c'est bon, tu peux y aller ». Mais il a un tableau, et dans ce tableau, il voit les voltages, et à un moment donné, il voit une tête de mort. D'accord ? La personne qui reçoit les chocs électriques, ce n'est pas une vraie personne, c'est un acteur. Il est complice, mais
Et donc, on va observer jusqu'où vont les gens, à quel moment ils reprennent leur pouvoir pour dire non, non, mais je ne vais pas faire ça. Et ce qu'on observe, selon l'environnement, une forte proportion des gens vont aller jusqu'à la mort de la personne en face qu'ils ne connaissent pas, juste parce qu'ils sont influencés par ce qui est autour d'eux, par l'environnement, le système. Alors que si vous le faites dans une cave un peu sale, avec des gens qui n'ont pas l'air très propres, ça ne marche pas. Les gens, ils ne vont pas, ils se révoltent beaucoup plus vite. Donc, on voit combien on se fait influencer par notre système de croyance. Nocebo, ça veut dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'avoir de l'effet, ça n'a pas d'effet. Hein. Dans les guérisons, et peut-être vous avez autour de vous des gens qui ont guéri de maladies, ben ça dépend beaucoup de est-ce que j'ai la croyance, la foi que je vais guérir. Pas seulement ça aussi, on a vu que l'encadrement, donc pour prendre des exemples, dans un hôpital, on va prendre des gens qui ont le cancer, par exemple, des cancers du sein. Un groupe, on divise le groupe en deux. Un groupe, on va les réunir, on va leur parler positivement, on va faire en sorte que, entre guillemets, on prie ensemble. On a aussi des activités focalisées en petits groupes de soins, de visualisation. On fait un certain nombre de choses comme ça, on va dire d'ordre énergétique. L'autre groupe, on ne fait rien et on observe qui c'est qui sort et on observe aussi quelle est leur durée de vie et quelle est leur qualité de vie. Bizarrement, rien à voir avec les médicaments, rien à voir avec le traitement. Le traitement, il a été la même chose. Ça a juste à voir avec des phénomènes, on va dire, d'ordre énergétique qui vont influencer significativement ceux qui ont reçu ces prières, ceux qui ont reçu ces actions de bien-être, de positif, de méditation, vont guérir beaucoup plus rapidement et vont être beaucoup plus longtemps en vie et mieux en vie, de meilleure qualité. Aussi, un truc assez particulier, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont, on appelle des troubles de personnalité. Donc, tout d'un coup, ben voilà, je suis Marc-Antoine, et puis tout d'un coup, je ne sais pas, je deviens Hitler, pour donner une image, mais j'en suis vraiment inconscient, je passe de l'une à l'autre. Ce qu'on observe, c'est que si le Marc-Antoine a besoin de médicaments et qu'il va prendre ses médicaments et que ces médicaments ont des effets positifs, lorsqu'il devient Hitler, eh ben, les médicaments n'ont plus le même effet du tout, peuvent même avoir un effet complètement contraire. C'est la même body, ça n'a rien changé. Physiquement, c'est la même personne. Sauf que, énergétiquement, on va dire, c'est plus les mêmes personnes. Et donc, énergétiquement, en fonction du médicament que je prends ici ou que je prends ici, j'aurai des effets complètement différents. Aussi, la capacité, on a un cœur, il bat constamment et on essaye d'arrêter ton cœur. Déjà, pour rien que le sentir, ça demande déjà pas mal de conscience, mais pour arriver à l'arrêter, quelle capacité! Ben, de nouveau, je reviens sur Swami et d'autres yogis, ils s'entraînent et ils ont la capacité d'arrêter leur cœur, pratiquement d'arrêter leur cœur. Donc, ça veut dire que, et ça ne se fait pas avec une machine ou quoi que ce soit, ça se fait qu'avec la pensée qui va faire en sorte qu'un muscle peut arrêter. On dit que Bouddha, lorsqu'il a médité, il est arrivé à prendre conscience des atomes, d'aller dans l'observation de notre corps jusqu'à déceler les atomes et décrire les atomes. Un autre test aussi très intéressant, alors il y en a plein de ces tests aujourd'hui qu'on voit chez les gens, mais là ils prennent des moines tibétains qui ont l'habitude de méditer, qui sont habituellement dans le froid, dans la neige, donc ils vont les mettre dans une salle à 4,5 degrés, ils les habillent avec des habits mouillés, et ces moines, juste par la méditation, vont sécher les habits. Alors je ne me souviens plus en combien de temps, mais ça se passe, alors qu'on est à 4,5 degrés, ça devrait plutôt geler. Donc voilà, on a des capacités assez impressionnantes, tous. Le truc, c'est qu'il faut les travailler. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle de l'énergie, qu'on appelle justement la conscience, où je te réfère à aller regarder à plus grand que nous? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et puis, il y en a encore d'autres mots qui sont donnés et qui sont de plus en plus connus, c'est les fameux chakras, ces centres énergétiques que l'on a en nous. Et dans cette image, j'essaie de rassembler un peu qu'est-ce qui se passe. C'est comme si le corps humain est un vecteur dans deux canaux, un canal qui vient du haut et qui s'incarne, on va dire le canal de l'âme, la manifestation. Là, on cherche une cohérence, on cherche une structure qui devient de plus en plus dense, avec des formes, on cherche à ce que ce soit contracté, que ce soit individualisé. Voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis il y a une autre forme, on va dire,
d'énergie, de flux, qui lui est vers la libération, vers l'ouverture, vers l'interconnexion, vers l'unité, vers l'expansion, c'est ce qu'on avait vu lorsqu'on travaillait sur le soi, vers le côté de plus en plus subtil et abstrait de l'univers. Donc, on est au milieu de ces deux flux. Et qu'est-ce que sont les chakras? Ce seraient des turbines énergétiques qu'on doit, entre guillemets, activer, pas qu'on doit, mais plus on les active, plus elles deviennent fluides, plus nous on devient fluide et plus on devient canal. Et quand je suis canal, on va voir que tout d'un coup on développe des capacités supra-normales, parapsychologiques, que tout le monde a. On peut les développer, d'accord? Et donc, prendre conscience qu'on est juste cette machine, on va dire, à ressentir, à percevoir. Et donc, je vais arrêter de partager mon écran pour parler de nouveau de qu'est-ce que c'est que cette énergie, ce prana, ce chi, ce ki, cette énergie de vie, d'accord? Les médecines de l'Est ont travaillé sur l'ayurvédique, donc sur les flux énergétiques, sur les méridiens, de nouveau sur les flux énergétiques, mais semble-t-il qu'on avait déjà ça très longtemps aussi dans nos régions, parce que quand on a découvert cet homme, entre guillemets, préhistorique, je ne me souviens plus de quelle année, mais je pense qu'il avait 35 000 ans avant notre ère, qui s'appelle Ötzi, qu'on a découvert à la sortie du glacier d'Ötzi en Autriche, au nord de l'Italie, je ne me souviens plus. Il a des tatous sur son corps. Et les tatous sont dans les points de l'acupuncture que l'on a nous aussi. Donc, ils avaient déjà le savoir, la sensation, la connaissance des points énergétiques qu'on a sur notre corps. Donc, probablement, ils devaient aussi se soigner avec ça. Ils devaient connaître. Nous, juste, on a un peu à cause des sciences modernes, mis tout ça de côté. Maintenant, on est en train de les réapprendre parce qu'il faut intégrer les deux sciences modernes et sciences, on va dire, anciennes. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que depuis plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, on parle du chi, du ki, du prana dans le pays de l'Est, qu'il y a différents mouvements qui ont été développés tout au long de notre histoire. Dans les années 1600, en 1800, on parlait de vitalisme. Fin du siècle passé jusqu'au début de 2000, on a beaucoup parlé de champs morphogénétiques. Et là, il y a un représentant qui s'appelle Robert Sheldrake qui a fait un énorme travail là-dessus, mais bien sûr, tout son travail a beaucoup été aussi rejeté par les sciences traditionnelles. De plus en plus, on parle aujourd'hui de champs bioénergétiques et on travaille pour soigner, par exemple, juste avec les sons, nos différents corps. On a le corps physique et les corps astro ou énergétiques. On peut travailler avec des sons, des vibrations de nouveau. Et puis donc, il y a plein de techniques qui utilisent aujourd'hui la conscience de cette énergie de qui nous sommes pour travailler dans le subtil et avoir de l'impact. J'enlève pas les sciences qui ont une intervention beaucoup plus matière, mais là, on voit qu'on développe de plus en plus de capacités de travailler de manière plus subtile avec les énergies. Typiquement, la psychologie énergétique, dans laquelle nous allons faire des process énergétiques comme l'EFT, comme le MDR et plein d'autres, on verra. La visualisation en étant une. On a tout ce qui est Reiki, Qigong, Tai Chi, Pranic Healing, Therapeutic Touch, magnétisme, tout ça c'est connu. On a l'acupuncture aussi qui est très connue et qui est validée beaucoup aujourd'hui. On a tout ce qui est méditation, yoga, Tai Chi, toutes ces, entre guillemets, sciences ou thérapies ou activités qui vont faire que notre flux énergétique circule de manière plus fluide dans tout notre corps. Et donc, si vous vous rappelez, lorsque je vous parlais des 4 qualités humaines, je parlais du corps physique, des émotions et des pensées, et qu'au centre, on a ce que j'appelais la présence ou la conscience. Et bien, quand on va créer de la fluidité, justement, on revient dans la fluidité du corps physique, dans la fluidité des émotions, dans la fluidité des pensées, on autorise justement à être beaucoup plus connecté, beaucoup plus en lien avec ce qui est de l'ordre
d'une énergie universelle. On s'ouvre. Et au niveau des phénomènes parapsychologiques qu'on connaît depuis très très longtemps, mais que tout le monde connaît, sauf qu'on en parle peu probablement, on n'en parle pas souvent, on en parle quand on est en petit comité. Tout le monde a une histoire à raconter, se dit « Ah ouais, ma grand-mère, elle s'est tout d'un coup arrêtée, on ne sait pas pourquoi », au milieu de la route, là, et puis elle a dû aller dans le champ, et dans le champ, elle a trouvé justement son mari qui était tombé et qui s'était cassé une jambe, et que personne ne pouvait le sauver sinon. Les histoires, on en entend tous, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a différents phénomènes paranormaux, ou des phénomènes psy, comme on les appelle. Le plus connu, c'est la télépathie. Tiens, je pense à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup je pense à quelqu'un, ça fait 3 mois, 4 mois que je n'ai plus parlé, juste il me vient dans l'esprit, le lendemain, j'ai un téléphone. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la télépathie, la capacité de ressentir soit des images, soit des émotions, soit des pensées qui va se passer entre deux individus ou des individus de manière hors espace géographique et parfois espace-temps, télépathie. On a encore autre chose qui est la perception d'informations, que ce soit sur j'observe des objets ou j'observe des événements à distance. J'ai ce qu'on appelle de la clairvoyance. Je sais, il y a plein de tests de nouveau qui ont été faits, et je sais qu'aux États-Unis, pendant la guerre froide, ils utilisaient des gens qui avaient ces capacités pour aller, vu qu'on n'avait pas les outils actuels de radar et tout ça, et ben, ils allaient dessiner comment eux voyaient l'espace de l'ennemi. Ils leur décrivaient, leur donnaient un point, puis eux allaient dessiner. Donc, c'est ce que les bouddhistes aussi disent, lorsque je vais rêver de manière consciente, je peux déplacer mon corps pour le mettre dans un autre espace, observer l'espace, revenir et raconter ce que j'ai vu. Donc, cette capacité de clairvoyance. Et donc, c'est souvent utilisé pour récupérer des objets perdus, pour ceux qui ont utilisé ce genre de technique. Et donc, on a aussi la précognition, c'est-à-dire la capacité de ressentir de nouveau des événements, mais là, on n'est pas simplement dans l'espace géographique, on va aussi en plus dans l'espace-temps, quelque chose qui peut se passer avant ou après, la capacité de ressentir soit des objets, soit des événements, soit des informations hors du temps. Ça, c'est aussi la précognition. Et puis la capacité qu'on appelle psychokinésis, la capacité d'influencer sur la matière directement par l'esprit. Les plus connus, et je pense qu'il y en a énormément, en tout cas en Suisse, je sais que tous les hôpitaux, je crois savoir, tous les hôpitaux, les urgences dans les hôpitaux ont des numéros de téléphone de ce qu'on appelle des docteurs feu. Quelqu'un arrive, un grand brûlé, ils vont téléphoner à quelqu'un, cette personne, on dit à le secret, et donc elle va faire une action, une prière, et elle va soigner la personne à distance, les brûlés à distance. Très connu, souvent pratiqué. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la psychokinésis. Les magnétiseurs aussi peuvent le faire à distance. Et donc, toutes ces actions de, par exemple, méditation transcendantale, où on va ensemble méditer pour que des gens améliorent leur santé rapidement, ou pas rapidement, mais améliorent simplement leur santé. Et on voit, lorsqu'on va faire ça sur un groupe dans un hôpital et pas sur un autre groupe, mais qui a les mêmes problèmes, on va voir que ce groupe-là, alors qu'on est à distance, eux ne savent rien, vont guérir beaucoup plus rapidement. Et donc, tout ça, on va voir que ce sont des actes qui peuvent que être faits lorsqu'on est connecté avec la source. Et donc, tout le travail qu'on va faire au fur et à mesure, je disais l'arme, un des premières armes des guerriers phares, c'est apprendre à endosser l'habit de lumière. Ben, qu'est-ce que c'est que l'habit de lumière? C'est connecter justement à cette énergie, à cette source, à cette universalité, à cette unité qu'on est tous pour justement recevoir l'information qu'on a besoin de recevoir et faire juste canal pour que ça se manifeste. Il semble, alors ça, j'ai jamais vu, chez les siddhis, donc ces maîtres indiens ou tibétains, je ne sais plus lesquels, mais qui vont constamment chercher à développer ce qu'on appelle des siddhis, des capacités, des super pouvoirs. J'ai une liste complète, je n'ai pas envie de venir là-dessus maintenant, mais je pourrais vous la raconter, c'est assez impressionnant. Capacité de se rendre hyper léger, capacité de se rendre hyper lourd. D'ailleurs, dans les maîtres de karaté, c'est assez connu ça, de pouvoir s'ancrer sur le sol et de devenir
totalement inamovible. Donc, c'est cette capacité de devenir plus lourd, plus ferme, plus dense. La capacité de léviter, de flotter. Alors, bon, jamais vu, mais semble-t-il que c'est possible. La capacité de résister à plein de choses, que ce soit le froid, que ce soit la douleur, que ce soit la chaleur. Donc, on résiste et on n'est pas. Et d'ailleurs, c'est aussi très intéressant, ceux qui ont marché sur le feu. Moi, j'ai marché 2 fois sur le feu. Comment ça se fait qu'on ne se brûle pas? Et c'est pas, je veux dire, si je prends la braise dans la main, je me brûle. Donc, non, c'est pas ça. Et je vais marcher sur cette braise et je ne me brûle pas. Simplement parce que j'ai développé un état de confiance, un état de conscience, et je suis dans une certaine énergie, je peux marcher dessus, il n'y a rien qui se passe. Capacité que, à nouveau, nous avons tous. Donc, si maintenant je viens, on parle beaucoup des anciennes sciences ou des anciens savoirs qui ont beaucoup été remis en question par les sciences modernes. Mais heureusement qu'on a aujourd'hui la science quantique qui apparaît avec la science des relativités, donc tout ce qui est visiblement Einstein et tout ce qui était les lois du macro. On vient maintenant avec les lois du quantum, les lois du micro. Et semble-t-il que ce qui lie les deux, parce qu'elles ne sont pas forcément facilement liées, ce qui lierait les deux, c'est la théorie des cordes. Cordes étant, j'ai une corde à l'arc, je fais comme une guitare, je joue à une certaine vibration, il y a une vibration qui va se faire. Donc, tout ce qui est lié n'est que vibratoire. Tout ce qui existe n'est que vibratoire. Donc, il n'y a pas de matière, il n'y a que des états vibratoires. Ça, c'est ce que la physique quantique nous enseigne aujourd'hui, nous le prouve. Donc, si on revient dans la conscience, c'est très intéressant de savoir qu'attends, je ne suis que état vibratoire. Il n'y a rien de matériel, il n'y a rien qui est ici, dans mon corps ou dans ma tête. Tout n'est que vibration. Si la vibration, c'est la lumière que je perçois dans mon œil, c'est le son que tu perçois dans tes oreilles, ben, c'est aussi mon énergie telle qu'elle circule. C'est ma lumière, c'est mon rayonnement. Et si je suis fermé sur moi et protégé parce que j'ai dans la peur, je rayonne d'une certaine manière, je vibre d'une certaine manière, alors que quand je suis lumière et amour, je vibre d'une autre manière. Et donc, je peux avoir un impact là-dessus. Donc, prendre conscience qu'il n'y a pas de distance. Mon état énergétique, ma vibration, elle n'a pas de limite. Elle va rentrer en vibration avec la plante, avec l'animal, avec l'humain en face de moi, avec la nature. La même chose, la nature, l'environnement. Mais la même chose, si je rentre dans par exemple, un temple ou une église ou un lieu sacré, je vais ressentir des énergies qui vont m'ouvrir. Je vais ressentir quelque chose qui me sent plus doux, plus bienveillant. Alors que si je vais dans un endroit où des jeux électroniques, où il y a beaucoup de guerre et de tension, on va ressentir complètement autre chose. On va sentir cette tension qu'il y aura. Et ça, vous l'observez même très facilement. Il suffit d'être dans une salle, il y a quelqu'un qui arrive, il est dans une énergie de colère, tout le monde va ressentir, on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde ressent quelque chose qu'il faut se protéger. Ou quelqu'un arrive et puis, juste par sa présence, tout le monde est souriant. D'accord ? Donc, il n'y a qu'à observer, parce qu'on est interconnecté. Et ça, la physique quantique nous le dit très bien. Et donc, tous ces phénomènes, on observe qu'il y a une tendance, si on revient dans la matière, d'aller vers la cohérence, d'aller vers cette fameuse cohérence cardiaque, cette capacité d'être harmonieux. On recherche ça. Et donc, quand on est dans la fluidité, dans l'harmonie, tout devient plus facile, plus entrelacé, plus fluide, plus connecté. D'accord ? Et qu'on cherche à être là-dedans. Donc, pas seulement qu'on cherche, mais c'est quand on est dans ces états-là, qu'on entre en relation. On a observé qu'on a des capteurs d'informations qui sont très limités. Oui, on a nos 5 sens, on parle maintenant beaucoup du 6e sens, mais j'ai envie, je vous mettrai une feuille, je me suis amusé à regarder les fréquences hertziennes, et qu'est-ce qu'on perçoit de fréquences, on va dire, 1 Hertz à 1 milliard d'Hertz. Mais quelles sont les capacités qu'on a de percevoir? On verra qu'on perçoit certaines choses, mais très peu en fait. Les animaux perçoivent peut-être d'autres choses. Par exemple, on sait bien que les chauves-souris perçoivent des fréquences que nous, on ne perçoit pas. Selon la langue qu'on utilise, d'ailleurs, les Russes ont une fréquence beaucoup plus large que, par exemple, les Anglais ou les francophones. Donc, au niveau de la fréquence des sons. On sait bien que dans les sons, de nouveau, les chiens entendent d'autres sons que nous. Nous n'entendons pas. Donc,
C'est bien pour dire qu'on est très limité dans notre capacité de perception, et donc ce n'est pas pour autant qu'on peut dire que je vois tout. Au contraire, je ne perçois pas tout. Plus j'arrive à m'étendre, plus j'arrive à expandre, plus j'arrive à avoir des capacités de perception. Et donc, la conscience, dans la physique quantique, elle vient de plus en plus pour dire, attends, ce que je disais au départ, la conscience n'est pas dans notre cerveau, n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est pas un endroit dans mon cerveau que je peux aller chercher et puis dire, ah ben voilà, c'est ça. Non, c'est une énergie, c'est de l'énergie, et cette énergie, oui, elle est probablement en lien avec ce qui se passe dans mon cerveau, mais elle peut être ici pour donner une image. Il peut y avoir un blocage énergétique ou un flux énergétique qui est ici, et donc je vais chercher l'information ici, et que je me promène en permanence avec tout ça autour de moi. Et donc certains sont lourds, certains sont plus légers, donc à moi d'aller gentiment découvrir et créer la cohérence pour que ça devienne fluide. Et comment on fait ça? Eh bien, il y a, on va dire, une source, la fameuse source d'amour et de lumière. Ben, c'est l'amour. C'est comment j'entre en relation d'amour avec chaque phénomène. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle d'accueillir constamment. Comme on fait avec un enfant qui est dans la difficulté, on l'embrasse, on l'accueille. Ben, la même chose. Chaque chose, on va les accueillir. Parce qu'on revient chaque fois qu'on va repousser, ça donne de la puissance. Non, donc on va accueillir, on va aimer. Et quand on va aimer, on rentre dans un espace où on va co-créer. On va utiliser tout ça et on va pouvoir en faire quelque chose. Je raconte tout ça parce qu'on verra combien c'est important lorsqu'on va travailler dans les traumas, d'aller les regarder, de se nourrir et de tirer et de créer quelque chose ensemble avec l'histoire qui m'appartient. Aussi, l'épigénétique a prouvé qu'en fait, on croyait que les gènes, dans le gène, ben, j'ai tout ce qui va faire que je vais avoir mes problèmes de santé, par exemple, que c'est lié au gène. Ben, on découvre que non, que dans le gène, ben, il y a tout ce qu'il faut pour réagir à quoi? À des phénomènes extérieurs. Et donc, c'est l'environnement qui va activer mes gènes. Ce n'est pas le gène en lui-même. Mais qu'est-ce que c'est l'environnement? Ben, c'est de nouveau l'énergie, la conscience, les histoires que je me raconte. Et en fonction des histoires que je me raconte, ou de ce que je vais manger, d'accord, ou bien sûr de l'environnement dans lequel je fonctionne, mes gènes vont réagir. Et ce n'est pas le gène le problème, si je dois dire qu'il y a un problème, c'est l'environnement. Et donc on a intérêt à influencer la manière dont on respire, la manière dont on mange, la manière dont on parle. Et plus on va créer justement du bonheur en nous, soit le changement que tu veux voir, et ben, plus on va pouvoir aussi impacter autour de nous. Et donc, aussi comprendre qu'on est tous un système vivant, c'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, si je dis que je suis un amas de cellules, d'énergie, que la personne en face de moi est un autre amas d'énergie, comme on a vu un peu dans Matrix, et ben j'entre en interconnexion. Mais maintenant, si je prends un groupe, une famille, c'est aussi, en tant que famille, un amas énergétique. Une société, c'est aussi une famille en tant qu'amas énergétique. Et donc, c'est quelque chose de fluide. C'est pour ça qu'il y a une culture de famille, il y a une culture d'entreprise, et que tout ça, ben, ça a besoin d'être fluide, cohérent, pour que ça fonctionne bien, et qu'on peut influencer. On verra comment on fait tout ça. J'aimerais venir maintenant sur ceux qui ont vécu ce qu'on appelle une NDE, Near Death Experience, et qui sont rentrés dans cet espace de non-dualité. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Tout d'abord, on entend que lorsque je suis hors de la dualité, hors de la matrice, je suis détaché. Je ne m'identifie plus à ce qui est en train de se passer, je suis juste observateur et je peux vivre ce qui est en train de se passer, l'expérience, de manière totalement fluide, sans être dans un mode, on revient, de survie. Je suis détaché des événements, et ça ne veut pas pour autant dire que je ne suis pas en relation avec les événements, je suis en relation, mais complètement fluide. Par contre, ça ne m'empêche, quoi qu'il arrive, c'est une bonne expérience. C'est ça que je voulais dire par là. L'équanimité, quand je dis bonne expérience, il faut comprendre que c'est une expérience qui me sert à la vie. Pas elle est bonne, agréable, non, elle sert à la vie. Ensuite, on est équanime, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, je reste zen. Je ne me laisse pas influencer par les phénomènes. Et on verra que l'équanimité, c'est une capacité qu'on peut développer typiquement dans la méditation. Je reste d'une humeur égale, calme, zen, aimante, quoi qu'il se passe. Une autre chose aussi qu'on a observé, c'est quand on est hors de la dualité,
on accepte tout ce qui vient. Il n'y a pas de rejet, tout est acceptable, tout est OK. D'accord ? Et donc, on a conscience de l'impermanence des choses. Ben, si c'est comme ça maintenant, oui, c'est comme ça maintenant, et demain, ce sera différemment, et c'est OK si ce sera différent. C'est juste l'état dans lequel on est maintenant, et qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas comment dire, de stabilité réelle. Il y a une volonté d'être dans la cohérence, il y a une volonté d'être dans l'homéostasie, que ça devienne fluide, mais tout ça est constamment en adaptation au mouvement. Ensuite, on a aussi observé qu'il y a une capacité qu'on appelle d'introspection, c'est-à-dire de très rapidement réagir, ressentir, comprendre de manière très juste, très exacte l'information qu'on reçoit et d'en faire quelque chose dans notre... Parce qu'on l'aperçoit, on sait très bien vite perçoit l'information telle qu'elle est, pas à travers nos croyances et nos pensées, mais telle qu'elle est. Je vais donner un exemple concret qui ne vient pas maintenant. Une parole qui va venir de quelqu'un, je prends la parole telle qu'elle est. Je ne vais pas prendre l'énergie qui viendrait de son émotion, je ne la prends pas. Je vais entendre la vérité pure. Je ne vais pas entendre la colère, par exemple. Voilà. Et j'aimerais terminer en vous montrant un schéma qui a été développé par Noetic Science, qui est un institut qui s'intéresse à comprendre justement tous ces phénomènes dits paranormaux, tous ces phénomènes où quelque chose se passe qui sort de l'ordinaire. Et donc, il faut comprendre comment on évolue dans la conscience. Et j'aime bien ce cheminement qui, en plus, a un calcul de Fibonacci, je crois que ça s'appelle. Comment est-ce si vous regardez dans la nature, on verra toujours cette spirale. Et donc, elle commence par une expérience noétique, c'est-à-dire prendre conscience qu'on a un phénomène anormal. La première réaction, c'est de dire le phénomène anormal, non, je ne veux pas le voir, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène anormal ? Ça peut être chez un enfant qui va voir des entités dans sa chambre. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui va subir de la violence physique. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et à partir de là, ça crée une expérience. Et de cette expérience, je peux avoir une première réaction qui est de dire non, non, j'en veux pas. Donc je perds la qualité de me nourrir de cette expérience. Mais si je reconnais que ça existe, je vais après commencer à explorer l'information, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à les regarder. Donc, dans l'exploration, mais on a ceux qui sont constamment dans l'exploration. Je cherche toujours, je cherche toujours, je cherche toujours, je cherche pour chercher. Mais on n'en fait rien de ce qu'on a trouvé. C'est les chercheurs fous. Chacun fait dans son chemin spirituel, va faire. À un moment donné, on cherche à comprendre. Donc je vais voir quelqu'un, il me raconte quelque chose, je vais voir un autre, il me raconte plus ou moins la même chose, je vais voir encore un troisième, il me raconte toujours un peu la même chose. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais arrêter. Certains, on va chercher 10 fois avant de dire, OK, non, mais finalement, ce qu'il raconte, il y a quand même du sens. Donc ça, c'est la quête permanente. Jusqu'à un moment donné, on revient dans, OK, je crois et j'y vais, je continue. Et donc à partir de là, je vais créer une pratique, un rituel qui me sert, qui est juste pour moi, égal lequel. Du moment que j'y adhère, que j'ai la foi, que je comprends que c'est juste pour moi, alors ça peut être des prières, ça peut être de la méditation, ça peut être un rituel matinal d'aller marcher dans la nature, égal quelle pratique on met en place, dans laquelle on va en fait connecter à quelque chose de plus grand que nous. Où on peut laisser cet espace de vide et avoir cette inspiration qui vient. C'est surtout ça qui est important. Comment on le fait ? Il y a plein de techniques, plus ou moins sophistiquées. C'est égal, il faut juste comprendre la nôtre et en mettre une en place dans notre vie. Puis quand on commence avec une, petit à petit, on peut l'améliorer et trouver d'autres choses qui vont nous faire qu'on devienne de plus en plus conscient et connecté. Lorsqu'on parlera de la méditation, on verra les différents niveaux de conscience qui montent. Au bout d'un moment, la pratique devient juste la raison d'être de cette approche. Et c'est un des problèmes des religions. C'est pour beaucoup de pratiquants de religion, c'est plus le sens de la religion qui est importante, c'est le rituel qui devient important. Et donc on fait plein de rituels et on fait tout un tas de cinéma autour de ces rituels, mais on ne sait plus pourquoi. Et donc avec ça, on garde des jeux de pouvoir, donc on dévie du chemin de conscience, de spiritualité. À un moment donné, on va faire, la pratique devient notre vie, c'est-à-dire c'est comme il y a un shift entre, voilà, je fais une pratique pour la faire, et tout d'un coup, c'est mon état d'être, c'est ma nature naturelle. Et donc, là, il y a aussi un déraillement possible, c'est que tout d'un coup, ben voilà, maintenant moi j'ai
j'ai pris conscience que j'ai certaines capacités, que j'ai un état où je peux rester relativement calme, et donc je peux me sentir tout d'un coup supérieur aux autres, et c'est tout d'un coup, moi, regardez comme je suis tout puissant, et vous, vous êtes différent. Et là, on sort de nouveau de notre chemin d'éveil, parce qu'on retourne dans l'ego. Et puis, à un moment donné, on prend conscience que il n'y a plus le moi, je n'existe plus en tant que moi, je deviens juste soi à 100%, connecté à tout. Donc, il y a moi en chemin, mais le moi, c'est une énergie qui est en lien avec tout ce qui se passe autour de moi et je me laisse porter, je suis porté de toute manière par tout ça. Et puis, on commence à vivre de plus en plus en conscience, de plus en plus en profondeur, de plus en plus connecté, de plus en plus en amour à chaque instant. Et voilà, et donc ça, c'est le chemin d'arriver dans ce qu'on appelle l'éveil. Et quand on est dans cet esprit et qu'on se retrouve à plusieurs, il y a une transformation. Et ça, c'est l'intention de Noetic Science et de plusieurs instituts, et mon intention aussi, c'est de faire en sorte que plein de gens arrivent dans cet espace où ils goûtent à cette bonheur, à cette lumière, à cet amour en eux, mais qu'ils le goûtent, ils le savent, mais qu'on puisse l'ouvrir, qu'on puisse se regarder en face et qu'on puisse se dire « je t'aime vraiment, je me pardonne et je te pardonne et je te dis merci pour tout ce que tu m'as offert dans toute ma vie, vraiment du plus fond du cœur ». Et que là, quand on est là, on est vraiment dans cette conscience, cette transformation collective dont on a tellement besoin aujourd'hui. Voilà pour ce que je voulais vous partager sur la conscience. Merci pour être resté présent, merci pour avoir suivi tout ce que j'ai à te partager. Ce n'est pas un sujet très facile à comprendre. J'espère que j'ai pu le faire le mieux possible. Moi-même, je chemine. Je suis comme toi en chemin d'éveil. Merci de le faire avec moi.